Ok les enfants, j'ai une histoire pour vous. Je vais vous raconter le sacre des éléphants de Côte d'Ivoire lors de la CAN 2015. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ok. Revivons ensemble les moments formidables qui nous ont conduits à notre deuxième étoile. Barry Boubacar face à Razak. Le coup de sifflet de Papa Gassama qui retentit. Barry Boubacar. Et attention à Bolassier qui va aller au but là, face à Barikoba qui donne ce ballon intelligemment à l'ouverture du score pour la République démocratique du Congo. Oh, quelle surprise à Abidjan. Hervé Renard, le sélectionneur national, dispose de 3 semaines pour trouver la formule magique. Pour toute bonne aventure, on a toujours besoin d'une très bonne préparation. Et la Fédération ivoirienne de football avait décidé de faire un stage à Abu Dhabi avec tous les joueurs sélectionnés. On a toujours l'habitude de faire les préparations là-bas depuis 2-3 CAN avant de faire le déplacement parce que c'est un pays un peu calme, sans un environnement vraiment où il y a toutes les conditions pour pouvoir être au top pour une CAN. À Abu Dhabi, on a fait une bonne préparation. On avait un nouvel entraîneur qui venait d'arriver, Hervé Renard. On connaissait déjà ses qualités. Le sélectionneur a fait en sorte qu'on soit à peu près dans le même climat qu'en Guinée équatoriale pour la compétition. Donc voilà, il a essayé de tout mettre à ce qu'on soit adapté au climat. D'abord, avant la compétition, Sidi Diallo, c'est comme mon père. C'était comme un père pour moi. Donc, il m'appelle, il vient dans ma chambre, je vais te parler. Tu es quelqu'un qui ne parle pratiquement pas, mais je sais ce que tu vaux et qu'est-ce que tu donnes comme énergie à l'équipe. On a un problème, ça ne va pas être facile, la préparation et tout, on n'a pas de sponsor, tout, vous allez entendre certaines choses. Et je lui ai dit, Prési, de toute façon, on n'est pas favori. Tu sais, quand tu vas quelque part et tu ne es pas favori, tu joues tranquille. Le coach, il nous supporte, le coach a une bonne énergie. Et voilà, laisse histoire de sponsor, on ne va pas jouer nu. « 29 décembre 2014, Hervé Renard dévoile sa liste des 23 joueurs convoqués pour la CAN 2015. Dans le groupe, des nouveaux. Le technicien français a fait appel à des joueurs locaux, notamment le gardien de but Sylvain Bowo et le milieu de terrain Roger Assalé, tous les deux évoluant au Cewi Sport de San Pedro. À l'époque, je jouais au Cewi Sport de San Pedro. Et un jour, pendant que je prenais ma douche, je reçois beaucoup d'appels. Et on me disait, ah, félicitations, tu as été sélectionné pour la CAN 2015. Je pense qu'on était en 2014. Je venais juste de jouer un match au quartier. Et j'ai reçu l'appel du coach, Hervé Renard. Je ne savais pas c'était qui, vu que c'était un mot français. Il m'informe que voilà, pour la compétition, tu seras le titulaire de la prochaine CAN. Je lui ai posé la question, mais pourquoi ce choix? Il m'a posé la question, tu veux jouer ou pas? J'ai dit, on va jouer, comment on va faire? Une chose est de publier une liste, une autre est de s'assurer que les joueurs sélectionnés n'ont aucun pépin physique. Et ça, c'est le rôle du staff médical. Dr Nda, qui a fait partie de l'aventure 92, est encore avec la sélection nationale. Au niveau médical, il fallait constituer le dossier qu'au niveau international, on appelle le PCMA. C'est un dossier médical
qui est basé sur des examens biologiques, cliniques, et puis surtout l'aspect cardiovasculaire. C'est-à-dire qu'il faut détecter ou dépister s'il n'y a pas une pathologie cardiaque qui peut être à l'origine d'une mort subite au cours de la pratique. Et donc, on n'a pas eu de problème particulier au cours de cet élément. Si la préparation d'avant-compétition est le dernier virage pour ajuster les automatismes, elle reste aussi et surtout une occasion de renforcer et solidifier les liens avant la grande bataille. On arrive enfin en Guinée équatoriale. Trois ans après avoir quitté Malabo sur une victoire face à la Guinée équatoriale en quart de finale de la CAN 2012, revoilà les éléphants sur les terres d'une Nzalang nationale. Notre camp de base était un camp de base qu'on connaissait déjà, puisque nous avons été hébergés en 2012 dans ce centre, l'hôtel Hilton. Il était bien, c'est juste au bord, il y a une plage, donc on connaissait bien notre camp de base. Et ce qui a aussi marqué, c'est qu'à 3 km de là, il y a un centre hospitalier superbe où il y avait tout le matériel nécessaire pour faire les explorations. On arrive au jour du match, c'est-à-dire à notre premier match de la compétition. Et on doit jouer contre la Guinée, une très bonne équipe. Le jour du match, il y a le coach Hervé Renard qui fait la réunion technique, le briefing comme d'habitude, qui nous dit clairement il faut jouer pour gagner. C'est le premier match, il faut qu'on donne tout. C'est dans cet élan qu'on est parti et puis voilà. On entame déjà ce match avec beaucoup de pression, beaucoup de sérieux. Étant donné aussi que la Guinée, on joue contre la Côte d'Ivoire, c'est pas un petit morceau. Et du coup, match très difficile. Et donc, du coup, on ne part pas favori. Donc, c'était comme une pression en moins. Quand mon premier match en 15, mon premier but, je pense qu'il y a Kolo qui me motive au fait. Qui me dit, vas-y, oublie ça, joue. Il y a des cas même qu'on encaisse, on est toujours relax parce qu'on sait que de toute façon, le but va arriver. Mais celui-là, je pense qu'arrivé au fur et à mesure que le temps passait, il y a le stress qui montait. Et le temps commençait à jouer contre nous. Pendant la rencontre, on a un fait de jeu et on a un de nos joueurs qui prend un carton rouge. Et c'est lequel? Gervais. Et là, attention, ça pourrait coûter très très cher à la Côte d'Ivoire. Oui, c'est un carton rouge pour Yao Kwasi Gervinho, la Côte d'Ivoire, qui devrait évoluer à 10 contre 11. Un grand acteur offensif,
dans les 1 contre 1. Et puis dans les contres, vraiment pour nous, c'était comme un poids en manque. Ça nous a coupé l'herbe sous les pieds, hein, le carton de GV en ce moment-là. Mais c'était un plus pour nous aussi. Je pense qu'on était minés et le temps n'était pas en notre faveur. Et je pense qu'il y avait une touche ou un corner, je pense. Et donc, comme mon collègue Bonnie Wilfried, il est un peu plus costaud. Et quand il y a ces gens de touche, c'est à lui d'aller pour pouvoir donner un peu plus de force à l'équipe. Et donc, moi, j'appelais Bonnie pour qu'il puisse faire l'appel. Et donc, c'est là, en parlant avec lui, le jeune frère, il m'a surpris, il a marché sur mon pied. Je pense qu'ils ont dû étudier ça pour pouvoir me provoquer. Donc, elle a marché sur mon pied, j'ai eu le réflexe de lui mettre juste une petite claque. Ça s'explique médicalement parce que dans un jeu avec l'adrénaline et tout, on a tellement envie de gagner. Et puis l'adversaire qui vient vous provoquer de façon illicite et l'arbitre ne se prononce pas, il a eu la réaction qu'il ne fallait pas. Et l'autre a dramatisé le choc qu'il a reçu de Gervinho. Et c'est ce qu'on voit, et c'est ce que l'arbitre a sanctionné. Il faut avoir la maîtrise de soi à certaines occasions. Je lui ai dit que son geste était un geste à ne pas faire. Mais je lui ai dit que j'avais aussi joué au football et qu'il m'était arrivé de faire la même chose. Donc, c'est un geste qu'on ne doit pas voir sur un terrain de football, mais parfois, il y a des circonstances qui font qu'on sort du match et qu'on se laisse un petit peu déborder par la pression de l'adversaire ou l'intimidation de l'adversaire. Donc voilà, on sait que Gervinho est un des joueurs phares de cette Coupe d'Afrique, donc peut-être que le joueur guinéen a usé de certains pour le faire sortir de ses gonds, et malheureusement ça a marché. En plus, la Guinée faisait que des fautes, tombait. Je pense que donc il jouait un peu avec le temps contre nous aussi. Donc sur le champ, il y avait une déception de pouvoir laisser l'équipe à 10. On s'est donné à fond pour lui. On s'est donné à fond où on s'est dit quoi, on est mené d'1-0. 1-0, il faut qu'on revienne au score. Pourquoi ne pas gagner? Là, ça joue bien du côté de la Côte d'Ivoire avec Bonnie Wilfried qui arrive à trouver Seydou Doumbia dans la surface des réparations. La frappe de Seydou Doumbia et c'est l'égalisation de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui va mettre ce but salvateur, ce but importantissime. On a bataillé jusqu'au bout et on a obtenu le match nul. C'est terminé. La Côte d'Ivoire et la Guinée qui se tiennent en échec pour ce match de la première journée du groupe D de cette Coupe d'Afrique des Nations 2015. Donc on se dit déjà, on est toujours dans la course. On a encore 2 matchs à jouer. Donc moins de pression, allons-y étape par étape. Nous avons continué notre aventure et on devait jouer notre deuxième match contre le Mali. Le premier match n'a pas joué déjà en notre faveur, en sachant qu'on doit absolument gagner le prochain match pour se mettre à l'abri. Il y a le stress qui règne au niveau de l'équipe. Il y a le stress qui monte avec les jeunes joueurs qui viennent d'arriver. Il y avait le stress dans tous les sens, que tu sois dans les tribunes, sur le terrain, parce que ce match-là, on ne doit pas le perdre. Donc, il y avait l'envie aussi de pouvoir gagner ce match, envie de tellement vouloir se mettre à l'abri encore qu'on encaisse encore un premier but encore, d'entrée aussi. Attention à ce ballon sur le côté droit avec Sambouya Tabaré qui va accélérer le centre de Sambouya Tabaré au second poteau. La reprise de Sako et l'ouverture du score. Après seulement 6 petites minutes de jeu, le Mali qui cueille à froid la formation des éléphants de Côte d'Ivoire et qui mène, on dira, logiquement 1-0 face à la Côte d'Ivoire. Un très beau but.
Mais sur le coup, comme je l'ai dit, prendre encore un autre but durant la compétition, c'était un peu de trop pour moi en fait. La Côte d'Ivoire qui tente dans cette seconde période de marquer, d'aller inscrire un but. On fait une sortie des balles et moi j'appelle, je viens au ballon pour laisser Doumbia entre les défenseurs. Donc au moment où le ballon me dépasse, Doumbia dévie le ballon sur le côté opposé. Et moi, j'arrive, j'essaie d'arrêter le ballon, le pied droit. Donc, je pousse le pied gauche et je vois le défenseur qui est mal placé. Et donc, du coup, là, c'est le moment pour moi de faire ce geste. Si c'était aujourd'hui à refaire, c'était directement penalty. Mais là encore, on est en 2015, il n'y a pas de VAR, tout ça. Lors du match Côte d'Ivoire-Mali, Tioté a eu un traumatisme au niveau de la cheville. Et c'était difficile pour tout le monde parce que c'est la cheville ouvrière de l'équipe. Et donc, quand il s'est blessé, il ne voulait pas abandonner ses partenaires. Le fait de le perdre au milieu, je pense que ça... On n'était pas aussi content parce que c'était un élément aussi clé de notre milieu de terrain devant la défense. On avait, après Sérédier, qui pouvait remplacer Tioté, paix à son âme. Donc, on n'était pas trop inquiet sur ce volet. Mais on connaissait la force des frappes de Tioté, on connaissait son engagement physique et l'engouement qu'il apportait à l'équipe. Et donc, nous sommes allés pour faire les examens à l'hôpital de Malabo pour voir ce qui s'est passé au niveau de sa cheville. Quand on a fini les examens et tout, il voulait savoir dans l'immédiat. Donc, je lui ai dit de patienter et que dès qu'on va avoir tous les diagnostics, on pourra l'informer. Et donc, quand on a eu le résultat définitif qu'on lui a transmis, c'était difficile pour lui. Il était affligé, il avait les yeux très rouges, il ne voulait pas. L'accélération de Serge Aurier, il en retrait le ballon pour Max-Alain Gradel et la frappe, l'égalisation de la Côte d'Ivoire qui parvient enfin à égaliser après plusieurs tentatives sur les buts maliens et la libération, la délivrance par Hervé Renard et 6 joueurs qui auront souffert au cours de cette partie pour aller chercher cette égalisation après avoir été menés depuis la 6e minute de jeu et la Côte d'Ivoire qui revient au score, un but partout. Une fois de plus mal embarqués, les éléphants parviennent à égaliser et restent en vie dans une poule indécise où toutes les équipes totalisent 2 points après 2 journées. On était découragés parce qu'on pouvait gagner le match. On savait que les Ivoiriens, la population était déçue parce qu'on devait affronter le Cameroun. Pour cette rencontre déterminante, les équipes ne sont pas les seules à prévoir stratégie et minutie. Au stade de Malabo, la pelouse, les sièges de banc de touche, tout est passé au peigne fin afin d'accueillir correctement le gros choc de la poule D. Les Lions indomptables, plutôt décontractés le matin de match, se rendent au terrain dans une belle ambiance. C'est que j'ai dormi. Oh, laisse ça. J'ai dormi. Qui ne risque rien à rien, moi j'ai vu avant les parler. Ne regarde pas où tu es tombé, mais regarde où tu t'es cassé le pied. Les qualifications n'ont pas été à notre faveur. Et déjà le pré-match ou le second match, le Cameroun nous a malmenés, comme on le dit. À Yaoundé, je pense qu'ils nous ont dominés. Sur ce match, ils étaient meilleurs que nous. Ça, il n'y a rien à dire. Et donc, le dernier match de poule, où la Guinée doit gagner, le Mali doit gagner, la Côte d'Ivoire doit gagner et le Cameroun doit gagner. Et il fallait que deux équipes puissent passer dans ce match. Déjà, avant ce match-là, on pense déjà au match du 4 ou 3 novembre, à Abidjan. Quand on se qualifie vraiment dans les conditions misérables, on a appelé un système le derrière-derrière
comme on l'a-t-elle entendu, il fallait qu'on conserve le ballon pour qu'au moins on soit qualifié. Donc du coup, on a un peu de moquerie venant de nos frères camerounais, sur les médias et tout, donc on suit un peu. Il y avait mon gars qui jouait, qui était Léonard Kweke dans le temps, donc costaud comme moi, plus que moi-même. Donc on s'appelle souvent et dit « Ah bon, ça va être chaud, hein, on ne va pas vous lâcher, hein, ça va être difficile pour vous ». Et je lui ai dit une compétition, c'est différent d'une qualification. Déjà, le jour du match, il y a le coach Everina qui fait la réunion technique, le briefing comme d'habitude, qui nous dit clairement « faut jouer pour gagner ». C'est des motivations. Tu te fais plus. Le défenseur, tu le manges lui, mets-le au dos. Donc quand j'entends ça d'Everina, et il y avait un colo devant moi, qui n'est pas l'un des moindres, il me dit là, lui, tu ne peux pas t'attaquer. Bonnie, il ne peut pas t'attaquer, lui. Mange-le. Attends, je regarde comme ça, j'ai la tête abaissée et je suis en chair d'épaule. Je pense qu'on était plus motivés que les autres matchs, en fait. Vu que c'était le Cameroun, c'est tout le temps le rival, en fait. Donc on s'est dit quoi, faut gagner ce match-là. Il faut qu'on gagne ce match pour passer au second tour. Quel que soit la match important entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun pour le compte de cette troisième journée de phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. La rencontre qui débute très bien déjà avec des opportunités, des occasions de part et d'autre, mais ils sont bien en place, les différents gardiens de but. On entame ce match avec plus d'agressivité, on est bon dans les duels, et je charge le défenseur. Le Cameroun, je pense les 10-15 premières minutes, c'était chaud, comme on le dit. Mais après, on a pris le coup du match et on a su renverser le coup du jeu. Et Max qui a un ballon, je pense une passe Chico ou je ne sais plus. Et donc il frappe le ballon, mais si je ne quitte pas, si je m'arrête, le ballon me tape et le ballon change de direction. Donc je vois un ballon venir en force, je m'abaisse. Et donc du coup, je regarde et c'est le but. Et même après le but encore, il y a un stress encore qui est là parce qu'ils ont eu quelques occasions, il faut préserver ce score jusqu'à la fin du match. Et c'est ce qui est arrivé. Psychologiquement, on avait pris l'ascendant sur eux parce qu'on connaissait le jeu, ils étaient très forts athlétiquement. Mais nous, on avait beaucoup d'individualité. Donc il fallait jouer de ça et répondre aussi athlétiquement. Qu'il avait les engagements, les corners, le coup de pied arrêté. Donc il fallait vraiment être à fond, surtout sur les engagements. Je vis ce match avec beaucoup de stress. Ouais, là, c'est pour ça que je dis, c'est là vraiment j'ai ressenti ce que vraiment les Ivoiriens ressentent quand ils sont devant les écrans téléviseurs ou ils sont dans les tribunes. Ouais. Parce que être sur le terrain et puis vivre la chose étant dans les tribunes, c'est deux choses différentes. Ouais. Donc c'était mon dernier match de suspension. Donc là, je voulais que vraiment, je priais Dieu pour qu'on passe, pour pouvoir rentrer dans cette compétition et faire maintenant ma CAN. Pour ne pas encaisser, durant ce match-là, j'étais obligé de gueuler tout le temps en fait. Qui m'excuse du passage, le grand frère Colo, je l'insultais sur le terrain. Serge, on n'en parle pas, on se dispute tout le temps. Les autres, voilà, je gueulais sur tout le monde. Je crie, je les place, je les replace. Je reste dans mon match, c'est ce que je faisais. La défense ivoirienne gère très bien cette rencontre, gère son avantage et c'est terminé. C'est la Côte d'Ivoire qui s'impose au Cameroun sur le score d'1-0 et qui est qualifiée pour les quarts de finale. Après la victoire, quand on a l'arbitre a sifflé la fin du match, on était sur le terrain, tout le monde était content. Il y avait plusieurs critères dans ce match. Le fait qu'on se fasse battre au Cameroun, le match nul à Abidjan, avec les arrêts, tout ce qu'il y a eu. Donc voilà, on a voulu prouver qu'on était là et qu'il fallait absolument gagner pour se qualifier. Donc c'est ce qu'on a fait, on est très heureux ce soir. Une équipe du calibre de la Côte d'Ivoire, la compétition, elle démarre en quart de finale. Parce que vous le savez très bien, avant c'était un échec. Et pour tous les entraîneurs, c'est la même chose quand vous entraînez une équipe comme le Cameroun, quand vous entraînez une équipe comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Si vous ne réussissez pas à passer le premier tour, vous êtes pointé du doigt. C'est pas toujours justifié, mais c'est votre rôle de faire ça. Donc,
Maintenant, on est en quart contre l'Algérie, une très belle équipe qui a réussi à déstabiliser l'équipe du Sénégal avec beaucoup de talent offensivement. Donc voilà, il faudra être prêt, ça sera un match encore un, puisqu'on était dans une poule très difficile. Donc voilà, la compétition elle démarre maintenant. Après avoir bataillé durement contre le Cameroun, on tombe sur cette équipe extraordinaire qui est l'Algérie. On s'est dit, c'est là que commence notre CAN. Donc si on veut être fort, on doit jouer contre les plus forts. Et dans cette compétition, la plus forte était l'Algérie. Et l'Algérie faisait, en tout cas les 3 matchs livrés par l'Algérie étaient de beaux matchs, faisaient partie aussi des favoris de cette compétition. Et sur les 3 matchs de poule, ils étaient vraiment au top. Vu notre niveau de jeu au premier tour, vu l'effectif qu'on avait, je pense qu'ils avaient une raison de sous-estimer cette équipe de la Côte d'Ivoire. Hasard du moment, c'est qu'on était logés dans le même hôtel avec l'Algérie. Et par moments, on sentait c'était arrogant, on sentait qu'ils étaient fiers, on sentait que c'était la meilleure équipe. On était dans un espace et ils mangeaient juste sur l'autre espace. Et par moments, ils refusaient de monter dans l'ascenseur avec nous. On se disait dans l'ascenseur ou dans le couloir, vous allez comprendre ici. On vous attend. Dans les tout débuts, c'était pas facile. Et au fil du temps, on a commencé à reprendre le poil de la bête. On devenait de plus en plus meilleur. On est disposé de telle sorte qu'ils ne peuvent pas venir presser. Donc ils ouvrent. Et donc Eribaï monte avec le ballon. Et donc quand un défenseur vient, il fait un dribble. Après le deuxième vient, il libère pour Max. Max fait un contrôle. Dès que Max ouvre son pied, je quitte devant le défenseur. Le deuxième but, il arrive sur un coup de pied arrêté de Yaya. Donc du coup, avant, je lui dis, mets au premier poteau. Mets devant le défenseur au premier poteau, je vais passer devant lui. Pour moi, marquer ces 2 buts, c'était une joie, mais j'ai un objectif. Toujours quand je commence une compétition, je vais arriver à la fin. Même si je ne marquais pas un but, que c'était une autre personne qui marquait. C'est Gagui Talo qui va récupérer ce ballon. Il va le glisser, il y a Kwasi Gervais. Et c'est lui qui va mettre la Côte d'Ivoire à l'abri. Gervinho pour ce but de la 94e minute de jeu. L'aventure ne devait pas s'arrêter là pour la Côte d'Ivoire. Et moi, mon entrée devait commencer là et ça ne devait pas s'arrêter là aussi. Donc j'avais cette motivation-là et je me suis préparé pendant les 2 matchs où je n'ai pas joué pour que ce moment-là arrive. Donc c'était mon devoir, que je marque ou que je sois décisif ou pas. Je pense que de faire de mon mieux pour qu'on puisse passer le premier tour, quel que soit l'adversaire, même si c'est l'Algérie qui était dans un niveau 2 fois, 3 fois, je dirais 4 fois même plus que nous, mais quelle que soit la manière, on devait passer ce tour-là. Et la réaction algérienne ne suffira pas dans cette rencontre et les éléphants de Côte d'Ivoire qui vont se qualifier en demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le match fini, on gagne 3-1. Donc avant d'arriver même à l'hôtel, les messages pleuvent de partout, on est content, l'équipe, le pays est content. Le pays commence maintenant à prendre au sérieux notre avancée. Parce qu'on n'était pas parti favori. Du coup, gagner le Cameroun et gagner l'Algérie, on s'est dit, les gars, on est proche, il faut qu'on reste sur cette lancée. Après le Cameroun, c'est maintenant l'Algérie qui chute face aux éléphants. 2 grandissimes favoris de la compétition inter,
la route vers la deuxième étoile est-elle totalement dégagée? Deux autres obstacles se présentent face à la sélection ivoirienne. Le jour du match, on arrive au stade. Comme c'est la demi-finale, il y a encore plus de monde. Tous les supporters congolais et ivoiriens sont présents au stade. L'ambiance était à son comble. On avait battu le Cameroun, l'Algérie et on doit venir battre une équipe congolaise qui nous a battus chez nous en Côte d'Ivoire. On était plus que déterminés. Avant ce match-là, on s'est dit quoi? On avait commencé à avoir plus de confiance en fait. Confiance en nous-mêmes. On a commencé à se libérer, jouer comme il fallait, se libérer en fait. Parce que là, on était déjà en demi-finale. On s'est dit qu'on n'a pas atteint l'objectif qu'on voulait, nous tous, mais on a atteint au moins l'objectif d'arriver en demi-finale, même ne pas s'arrêter là. Donc on s'est dit, on continue sur la même lancée. Pas de sentiment de revanche. Parce qu'on s'est dit déjà, psychologiquement, que tu le veuilles ou pas, tu gagnes le Cameroun, tu gagnes l'Algérie. Contre le Congo, tu n'es pas revanchard. Tu viens en favori. Une compétition, ce n'est pas les qualifications, ni un championnat. Tout peut changer. Tu prends un but, psychologiquement, tu es abattu, l'équipe te marche dessus. Il faut qu'on nous respecte. Il faut qu'on arrive en finale avec une équipe probablement qui va être le Ghana, qui s'est dit, ça ne va pas être facile. Gagner ce match et ici en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, c'est l'équation à résoudre pour la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. C'est vrai, c'est une demi-finale. On rentre aussi avec la peur au ventre. Mais on savait qu'on avait une équipe déterminée, une équipe vigoureuse, une équipe forte pour faire toute la différence. Et attention avec cette équipe de la Côte d'Ivoire, le ballon qui est renvoyé plein axe, et Yaya Touré. Oh, le missile de Yaya Touré, le boulet de canon, quelle frappe de la part du capitaine. Oh, attention, ce ballon à la surface de réparation, Eric Bailly, il y a la main. Il y a la main d'Eric Bertrand Bailly, oui, il aura pénalty. Il va se lancer, Dieu merci, Mbokani, et s'est transformé, magnifiquement placé ce ballon-là à la gauche de Bowo Sylvain, et qui permet à cette équipe de la RDC de revenir au score seulement 3 minutes après avoir été mené. Un but partout. On a compris qu'on ne devait pas faire d'erreur. On a compris qu'on devait tout faire bien pour se qualifier pour la finale. Et là, c'est l'équipe de la RDC qui va perdre un autre ballon. C'est bien joué, Bonnie Wilfried qui va fixer tous les défenseurs. Le décalage pour Yao Kwasi Gervais, le plat du pied. C'est le deuxième but de la Côte d'Ivoire. Yao Kwasi Gervais qui libère tout un peuple, tout un pays, ses partenaires. Yaya Touré qui est sur ce corner de la 65e minute de jeu. Le ballon qui est bien levé, une première tête ivoirienne, le ballon repoussé par le portier, il est là pour marquer ce troisième but de la Côte d'Ivoire. Wilfried Camon, son premier but dans cette Coupe d'Afrique. Je l'ai vu débouler, aller sur le coach là-bas, je ne sais pas ce qu'il partait chercher, mais c'était intéressant, c'était beau à voir. La joie qu'il a dégagée pour son premier but en sélection, c'était bien. Avec cette victoire sur la RDC, les éléphants font d'une pierre deux coups. Ils règlent un contentieux récent avec les Congolais et valident par la même occasion leur billet pour la finale de la CAN. Oui, on est satisfait, on est content d'être en finale et puis voilà,
c'est un moment joyeux, on va se préparer et puis donner le maximum de nous pour pouvoir amener la coupe de Séville. Je pense que sur l'ensemble du match, on a été supérieur, oui, mais il fallait se méfier en première mi-temps. On n'a pas fait une très bonne première mi-temps, je n'étais pas satisfait. Mais le plus important, c'est de rejoindre cette finale et surtout de franchir cette dernière étape, parce que quand on est au départ d'une compétition, il n'y a qu'une chose qui est belle, c'est la victoire. Vraiment, je suis vraiment déçu. Dans l'ensemble, on est déçu vraiment. Parce qu'on y croyait aller en finale, mais ça n'a pas été. L'histoire vous plaît? Oui. Ok, continuons notre belle aventure. Nous sommes qualifiés pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et là encore, on va affronter l'une des meilleures équipes, le Ghana. Pendant les entraînements, à la veille du match, on avait notre gardien titulaire, Sylvain Bourreau. On fait une séance de tir au but aux entraînements et il se bloque le genou. Kopa était bon tir au but et Sylvain il faisait là-bas et il a fini sa séance tranquillement. Normalement quand il finit, il peut pas, il doit pas venir là, il peut aller se reposer. À lui de faire donc. Moi, très souvent, je suis à côté de Sylvain et je lui ai dit, ah Sylvain, l'entraînement est fini, allons-y. Et il me dit, ah Doc, je vais voir mes appuis au niveau des tirs au but et puis je te rejoins. On l'a vu, il est venu, il a dit, ok, je vais faire quelques séances. Deux ou trois tirs. Et comme je vous ai souligné, Kopa, il était top dans les tirs au but, bon, dans la séance. Et Sylvain fait une fois, deux fois, et troisième fois, si je me souviens, et puis il avait me dit, Sylvain, arrête même, je pense. Et c'est là, le dernier, quand il a fait, et c'est là, son genou s'est bloqué. J'entends, Doc, reviens. Je dis, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Je regarde Sylvain à terre. Du coup, on a commencé à stresser. On a tous commencé à stresser, ce qui est normal. Ah, mais il est blessé. Ah oui, il est blessé et tout. Les médecins m'ont pris, ils m'ont mis dans le bus, direction l'hôtel, soins. Et il s'est trouvé que c'était un blocage du genou qui serait dû à un problème de ménisque. Mais il fallait poser le diagnostic radiologique pour confirmer. Sur le champ, je me suis dit, non, ça va passer. Il y a les médecins qui sont là, ils vont gérer. Le kiné Fofana, le kiné Kofi, qui ont passé toute une nuit sur moi, sur ce pied. Qui ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient pour qu'il soit débloqué. Dans la nuit, il fallait informer l'entraîneur pour qu'il prépare celui qui était susceptible de pouvoir jouer parce que Sylvain était déclaré inapte pour la finale. Hervé a eu un regard difficile et perçant. Comment? Pourquoi? On lui a dit non, coach, c'est une lésion qui est arrivée, mais c'est pour la suite de la compétition qu'on t'a informé. Prends ton calme, pense à un plan B en attendant que le lendemain nous situe là-dessus. Moi, ils ne m'ont pas dit ça personnellement, mais je sentais déjà que je n'étais pas bien. Parce que jusqu'au matin, c'est pas encore, j'arrivais pas à marcher, ça commençait à s'enfler. La nuit, je n'ai pas réussi à dormir, avec la douleur dans l'esprit de savoir que je n'ai pas joué la finale. Je me suis dit quoi, laisse tomber, c'est mort. C'était un coup dur pour nous, mais on avait un deuxième super gardien qu'on appelle Kopa Barry.
La blessure et le forfait de Sylvain Boho contraignent Hervé Renard et son staff à se tourner vers le banc de touche. Le jour du match, je pense qu'il y a le coach qui vient frapper à ma porte. Il me dit, Sylvain, tu sais, les médecins ont tout fait, ils m'ont expliqué tout ce qui se passe, tout ce qu'ils ont fait, mais voilà. Il y a ton grand frère qui va jouer. Et là, on est frustré pour lui parce que il a tout fait et il ne joue pas la finale. Donc, il y a on a découragé l'équipe et puis on est aussi déçu pour lui. Après, on s'est dit, il faut oublier. Il y a Copa qui est là. Comme on le dit, on va faire avec. Et on rentre en chambre. Donc, on est un peu stressé de partout, là. Tout le monde stresse, c'est normal. C'est lui qui a commencé la compétition et tout, donc on stresse, c'est qui est normal. Et on rentre, mon coach Olivier me dit, tu te rappelles de la CAN en 92 quand vous avez gagné? Je dis oui, bien sûr. Il dit, c'était contre le Ghana, en plus c'était le gardien qui vous a remis la coupe. Donc il m'a dit, tu sais quoi, c'est Dieu qui est merveilleux. Pourquoi? J'ai dit, c'est Copa qui va vous donner la coupe. Jour de match, jour de finale. 3 ans après avoir manqué d'être sacrés au Gabon face à la Zambie, les éléphants ont rendez-vous avec l'histoire. Comme en 1992 pour leur premier titre de champion d'Afrique, ce sont les Black Stars qui se dressent devant eux. 23 ans après leur dernière confrontation en finale de la CAN, les deux voisins ouest-africains s'affrontent pour un autre derby. Le jour du match, le jour historique, le 8 février 2015. Nous sommes à la finale de la Coupe d'Afrique 2015. Et la Côte d'Ivoire doit affronter le Ghana. Une équipe aussi formidable, avec de très bons joueurs. Mais nous, on avait également de super joueurs. On avait des Yaya Touré, on avait des Salomon Kalou, on avait des Tiene Tiaka, Chico, on avait que des bons joueurs. On avait Eric Bailly et on avait notre excellent gardien, Kopa Barry. Il y avait l'envie des deux côtés de ne pas perdre ce match, cette finale. Parce que chacun voulait gagner. Chaque génération, parce que le Ghana avait une génération aussi que depuis 92 n'ont pas gagné. Nous, on a une génération aussi, depuis 92, on n'a pas gagné. Donc chaque génération a envie de gagner et puis marquer son histoire aussi. Quand on arrive en finale, il y a tous ces souvenirs de match, chaque étape. Quand on parle de ça, les gars, ça a été dur contre le Mali ici, on n'a pas perdu. Plus c'est dur, on avance, même si c'est un pas. Le plus important, c'est d'avancer. Mais les gars, il faut qu'on la remporte. On ne peut pas arriver ici et puis retourner encore. Et puis on va dire, dommage. Pendant la finale, le match, il était intense. Le match, il était insoutenable. On a joué 90 minutes. On était à égalité 0-0. Et la Côte d'Ivoire envoie son premier tireur. Je vous dis que de là où le groupe est, au milieu du terrain, jusqu'au tir au but, c'est peut-être 5 km. Quand tu es en train de marcher, tu regardes, et si ma maman va partir au travail demain? Les gars, là, il ne faut pas se mettre devant la maison de mes parents. En fait, là, c'est plus le match. Hein. Tu penses maintenant à tout ce qui peut se passer quand tu gagnes ou quand tu perds. En temps normal, quand tu loupes un pénalty en finale, soit ton visage change. C'est normal. C'est naturel. Quand tu loupes un pénalty, surtout en finale, tu es découragé. Je ne t'ai pas découragé. Je me suis tourné, j'ai dit, Kopa, c'est toi. Vas-y. Le Ghana qui vient.
On ramène notre deuxième tireur, Talo Gadji. Quand Talo Gadji loupe le pénalty, je revois la scène de 92. Le numéro 12 qui loupe premier, c'était Joël. Je suis le numéro 12. Donc du coup, je me remets dans ma bulle de 2 jours avant le match. Je ne peux pas passer à côté de ce match. C'est-à-dire, on ne peut que la remporter, cette coupe. Depuis la tribune, l'ancien premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football a aussi suivi cette séance insoutenable. Et quand je vois qu'à 2 tirs perdus, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe encore? Est-ce qu'on est en train de revivre une situation dramatique comme ce que nous avons vécu lors de la dernière Coupe du Monde? Il y avait 6 mois seulement, parce que ça s'est passé en juin. Et là, on était en février. Je dis, bon, attends, 7 mois après, attends, Dieu ne va pas nous faire ça encore. On a un joueur qui ne pouvait pas regarder les tirs au but. On l'appelle Yao Kwasi Gervais, DJ Vino. Non, quand les tirs au but ont commencé, j'étais assis sur le banc de touche. Donc c'est après les deux premiers tireurs de la Côte d'Ivoire qui ont raté. C'est après ça j'ai décidé de ne plus regarder. Parce que dès que Talo a raté, j'ai repensé à la CAN en 2012. J'ai dit non, Dieu, tu peux pas nous faire ça. Le joueur ghanéen, il rate également son tir au but. Kopa, il fait un plongeon, et après le tirage, il a mal au doigt. Donc du coup, moi, dans ma tête, je pense à 2 choses. Soit il est touché, de toute façon, il doit shooter. Donc que tu aies un pied au que tu sois paralysé, tu vas shooter là. Deuxième chose, il se repose. Mais quand je regarde l'action, il a plongé, il n'a pas tapé le poteau, déjà qu'il n'est pas grand, donc il ne peut pas taper le poteau. Donc du coup, j'ai dit, vieux père, mais il veut le mettre dans quelle danse même? Tu vas te lever là, ou bien qu'est-ce qui se passe? Tu veux nous mettre dans quelle danse? Donc après, quand il s'est levé, j'ai un soupir vraiment de joie. Et après là, je me suis dit dans mon cœur, donne-nous ça comme en 92. Et les cœurs qui battent la chamade. Barry Boubacar face à Razak. Le coup de sifflet de Papa Gassama qui retentit. Barry Boubacar. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Là, on a gagné. L'émotion maintenant est arrivée. Et j'ai jamais imaginé que j'allais gagner une Coupe d'Afrique un jour dans ma carrière et pour la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que l'émotion de tout ce petit trophée, je dirais, représente beaucoup tant d'années de travail, de sacrifice, d'efforts. Hey! Champion, mon frère! Champion, mon pote! Hey, écoute bien. Année 92, l'année de ma naissance. Comment on m'appelle? Champion d'Afrique, s'il te plaît. Champion d'Afrique. Yeah, on a attendu ça pendant longtemps. Maintenant, là. Comme si... On a fêté dans les vestiaires, on a profité. À l'hôtel, on n'a même pas dormi. Ouais. On a fêté toute la nuit.
Le retour au pays, incroyable. Il y a eu cet accueil-là, vraiment, c'était chaleureux. On traverse tout Abidjan en car. Et tu vois les yeux des joueurs, on avait tous les yeux rouges parce qu'on n'avait pas dormi. Le trajet de l'aéroport au stade de Fouet-Boigny, qui a été un trajet de 5 km qu'on a parcouru en 4 heures. C'était long, mais c'était beaucoup d'émotions. On a vu comment les gens étaient heureux. Et ça, c'était l'une des grosses satisfactions, de voir tout ce monde sortir pour nous accueillir. Et c'était magnifique. On sait tous que cette coupe-là, les Ivoiriens l'attendaient. Et je me dis, comment on va faire pour se frayer un passage? On a mis pratiquement 3 heures de l'aéroport au palais. C'était beaucoup d'émotions. On a vu comment les gens étaient heureux. Et ça, c'était l'une des grosses satisfactions, de voir tout ce monde sortir pour nous accueillir. Et c'était magnifique. Vous pouvez gagner autant de trophées que vous voulez en club. Gagner un trophée pour son pays, ça représente beaucoup. J'ai toujours la médaille, donc c'est une grande fierté d'avoir été décoré par la Côte d'Ivoire. J'ai accompli mon devoir en fait. Que toutes ces années faites avec la sélection, ça n'a pas été pour rien. Je pense que le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est la belle victoire. C'est le mouvement magnifique qu'on a connu, c'est cette belle ambiance qu'on a connue dans cette équipe, c'est cette fraternité qu'on a développée, cette relation forte au sein du comité exécutif avec tous les frères, avec toutes les sœurs qui étaient là. On a eu une équipe vraiment soudée qui a su faire de très belles choses. Et ça arrivait pratiquement à la fin de notre premier mandat. Eh bien, je pense que c'était le couronnement. Et on en est heureux. Et encore une fois, merci à tous pour cette belle aventure. Prochainement, dans NCI Sport, le Grand Dor. Je suis Tony Couton, enfant d'Adjamé. Quand on dit Adjamé, tout le monde pense tout de suite du banditisme. Mon nom à l'état civil, c'est Begré Aïba Eman. Je suis plus connu sous le nom de Pacheco. Je viens d'Abobo. Je suis né, j'ai grandi là-bas. Zezeto! Le face-à-face de Zezeto, il est passé Zezeto! Zezeto a marqué! Il a marqué! Il y avait comme ça un jour, Asek a perdu. Et puis mon papa a commencé à se moquer de la vieille. Et ma maman pleurait. On a su que c'était à cause du match. Mon papa, il était heureux. Il fallait que je tue l'Africa pour montrer que l'Africa... Moi, je ne supporte pas l'Africa. Hein. Jamais. Aruna lève la tête, il réussit le dribble. Et but! Adjamé, c'est une commune qui a donné beaucoup de joie à la Côte d'Ivoire. Il y avait des footballeurs à l'académie qui étaient capables d'amortir une brique. À Kolo, j'ai dit, mais ça, est-ce qu'on va réussir à faire ça, nous? On est champion d'ici, Mimo. Tu peux être Cristiano Ronaldo, tu peux être Messi. Quand tu ne respectes pas les lois du jeu, c'est un carton rouge.